Got gun, Hulk left slot. Dixie left, T left. Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 302 du podcast Touchdown Actuel Maté. Très heureux de vous retrouver pour le retour du débrief. La saison est lancée. À mes côtés cette semaine pour débriefer tout ça, Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël. Salut à tous. Grégory Richard est également là. Bonjour Grégory. Salut Alain, bonjour à tous. Et Camille Saraben à la technique, bien évidemment. Bonjour Camille. Salut. Cette année encore, le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game On le dimanche soir, Happy Hour pour ceux qui viennent voir les matchs, Beer Bucket avec 6 bières pour le prix de 5 et évidemment les rencontres, ne ratez pas ça, c'est la 5e saison pour laquelle le Hard Rock Café nous soutient et parraine ces émissions du mardi, on les remercie évidemment. C'est l'heure du premier débrief de la saison messieurs, il s'est déjà passé beaucoup de choses intéressantes, on va parler des Browns, on va parler des Jaguars, des Chiefs, des Patriots, des Texans, des Saints, de tout le monde évidemment, les tops, les flops, toujours là, les questions à la fin. Tout le monde est prêt pour une nouvelle saison, c'est parti, premier jingle. Backfires, intercepted, and it's Byard. Who else? There's a 3rd and 4, and it's an interception. Touchdown. Got another interception. You see, it just keeps. And this might be going all the way back for Butler. We are the Davis losers, rolling until we die. So unappreciated. Why? C'était la hype de l'intersaison, c'est la première grosse tuile de la première semaine. Messieurs, Browns 13, Titans 43, on annonçait des Browns explosifs. Ils l'ont été le temps d'une série, touchdown sur leur premier drive. Ensuite, Baker Mayfield a vécu un calvaire, 5 sacs, 3 interceptions, 18 pénalités pour 182 yards. Rien n'a fonctionné pour cette équipe de Cleveland. Est-ce qu'on est déjà inquiet ou est-ce que c'était un raté au démarrage ? On va dire raté au démarrage, inquiet tout de suite après un premier match, ça me paraît peut-être un peu surréagir, surtout que c'est une équipe quand même de mémoire en pré-saison, ni Odell Beckham, ni Landry, ni Njoku, ni Chubb n'avaient joué la pré-saison, donc au final Baker Mayfield avait quand même fait quelques snaps mais sans aucune de ses armes. Donc il y a un petit temps forcément d'adaptation pour l'attaque, même malgré en plus le fait qu'il y ait eu un bon premier drive de la part des Browns puisqu'ils font une première série sur laquelle ils marquent tout de suite un touchdown et derrière ça s'écroule plus ou moins. Peut-être ce qui est, on va dire, plus embêtant, c'est ce côté vraiment très brouillon. Tu l'as dit, 18 pénalités à partir de là, 182 yards offerts à l'adversaire. Ça devient quand même difficile de gagner un match de football américain à ce niveau-là. On va attendre de voir avant de trop s'inquiéter, mais c'est sûr que c'est pas une première belle sortie, quoi. Alors pas inquiet au global. Je vais reformuler pour Grégory. Sur quoi doit-on être inquiet ? Est-ce que la ligne, par exemple, offensive pourrait les tuer cette saison ? On l'a dit, 5 sacs sur Baker Mayfield déjà dans ce premier match. Très clairement, j'ai quand même la sensation qu'il y a un match en 2 temps de la part des Browns. Alors certes, il y a un début de rencontre qui, hormis ce premier drive, n'est pas complètement rassurant, mais où ils sont quand même longtemps au coude à coude avec une équipe de Tennessee qui a été, elle, au contraire, hyper disciplinée. Et je pense que c'était vraiment le pire adversaire à avoir pour Cleveland. Et c'est vraiment, je pense, avec les problèmes d'automatisme dont parlait Raphaël et les errements qu'on connaissait déjà sur la ligne offensive, des choses qui se sont quand même payées cash au fur et à mesure. Forcément, si en plus tu as un de tes linemen qui se fait exclure pour des raisons un petit peu grossières, parce que le coup de pied de Greg Robinson sur le défenseur de Tennessee, il était largement évitable, et tu perds quand même ton meilleur tackle. Et bizarrement, c'est le tackle qui remplace Robinson en fin de match, qui prend le bouillon et qui, je pense, provoque également cette
petite faille mentale, en tout cas cette pression, le fait de se précipiter de la part de Baker Mayfield en fin de match et de concéder ses interceptions et ses pick six à répétition. Donc c'est clair que la ligne offensive, ça va être un point à surveiller. Il va pas falloir qu'il y ait de problèmes de blessure ou dans ce cas précis de joueurs qui se laissent aller à des soucis, on va dire, disciplinaires. On peut mettre ça alors sur le compte de la discipline et du rodage. Ils sont à 1 sur 10 en troisième tentative. On l'a dit, il y a énormément de pénalités. Mais dans les faits, ils gagnent quand même plus de yards que l'adversaire. Ils sont à 346 contre 339 pour Tennessee. Et il y a quand même eu en effet une première série positive. Il y a quand même toujours des playmakers. Odell Beckham capte 7 ballons pour son premier match. Il a 71 yards. Donc dans les faits, il n'y a pas encore le feu au lac. Mais il y a quand même eu une bonne claque de rappel, on va dire. Oui, et puis on en parlait en preview. Il y a quand même toujours, je pense, cette atmosphère, cette ambiance un petit peu du côté de Cleveland où on se dit « Ah, est-ce que ça va être notre heure ? Est-ce que c'est maintenant ? Non, ah tiens, là on ne sait pas, il y a un petit doute. » Et j'ai la sensation qu'au moment où ils commencent à recoller, juste avant le touchdown et le big play de Derrick Henry, ils sont bien et j'ai l'impression que cette action-là, ça leur met un coup derrière la tête et ils se disent « Oh mince, ça recommence encore ». Et là, en effet, on se retrouve à courir après le score avec, comme je disais tout à l'heure, les problèmes de ligne offensive avec un Baker Mayfield qui forcément doit un peu délaisser le jeu au sol et vraiment prendre un peu plus de décisions. Et forcément, voilà, tu le disais, les stats parlent en faveur de Cleveland. Maintenant, il y a des moments qu'il faut gérer et avec un head coach en plus très jeune comme les Freddy Kitchens et ça aussi, on l'avait identifié assez rapidement. C'est des choses, c'est déjà des choses qu'il va falloir négocier au niveau du vestiaire des Browns. En tout cas, que ce soit du côté du coaching, de la discipline, etc., ça prouve aussi que le retour à la réalité, il est quand même là aussi concret. C'est qu'il va vraiment falloir se battre. Cette passe en play-off dont on parle beaucoup, qu'ils étaient prétendants, etc., ils vont vraiment être dans les raccros. Alors, il n'y a pas le feu au sens où il n'y a qu'une seule équipe dans leur division qui a gagné cette semaine, les Ravens. Mais il va quand même falloir aller la chercher et elle est loin, loin, loin d'être acquise, quoi. On est d'accord. On va rendre aux Titans ce qui leur appartient. Match très très propre, pas de ballon perdu, tu l'as dit Grégory, jeu au sol présent. Et Marcus Mariota à 14 sur 24, 248 yards et 3 touchdowns. AJ Brown, le rookie, à 100 yards à la réception. Le facteur X, ou en tout cas le moteur, c'est toujours le jeu au sol. Et puis quand Marcus Mariota fait les minima proprement comme ça, cette équipe de Tennessee, finalement, elle est quand même assez costaud. Ouais, elle est assez costaud. De mémoire, vous l'avez mentionné dans la preview d'avant-match en disant que les Browns, c'était pas non plus un match gagné parce que les Titans savent être solides, rigoureux comme ils l'ont prouvé. On voit moi je m'attendais franchement à une bonne défense des Titans. J'ai pas été déçu et on voit en plus que par rapport à l'année dernière, ce qui peut peut-être faire les mettre encore dans une meilleure position, c'est qu'ils ont été capables sur ce match de faire beaucoup de big plays. On a les 3 interceptions, on a les 5 sacs. Cameron Wake a tout de suite eu un impact énorme sur la ligne défensive. Donc c'est un signal positif. Comme tu le dis, le retour du jeu au sol avec Derrick Henry qui est après, bon, ça reste. Je veux pas tout de suite casser l'ambiance. Et à mon avis, les Titans, vu ce qui a été montré dans le reste de l'AFC Sud, peuvent être un prétendant sérieux jusqu'au bout dans cette division en tout cas. Mais Mariota, moi, je reste très sceptique sur il a pas fait d'erreur certes, mais plusieurs lancers imprécis. Le jour où le jeu au sol va être un peu plus embêté. J'ai peur que ça bloque encore un petit peu de ce côté-là, mais ils ont le mérite, ils ont le mérite de s'accrocher, d'être accrocheurs et d'aller chercher une belle victoire. Donc, Et Delanie Walker fait un bien fou, on le voit tout de suite, dès qu'il est revenu, 5 ballons captés, 2 touchdowns, c'est une soupape incroyable pour Mariota qui manquait l'an dernier. Grégory, Raphaël l'a mentionné, ils sont favoris de la FC Sud, cette équipe, on va notamment pour les raisons dont on va parler juste après, mais on peut le dire tout de suite, Nick Foles donc n'est plus là pour au moins 8 semaines côté Jaguars, il n'y a pas beaucoup de lignes offensives du côté de Houston, et Indianapolis évidemment qui a perdu Andrew Luck. Est-ce que ça fait des Titans un favori de la FC Sud ? En tout cas, il s'affirme très clairement et en effet, pour rejoindre ce qu'on disait, il y a l'air quand même d'y avoir une rotation. Alors, au-delà de la question du quarterback où je rejoins Raphaël, c'est sûr que Marcus Mariota, même s'il a joué juste, n'a pas complètement rassuré sur cette partie-là.
Maintenant, il y a une rotation qui est assez impressionnante sur beaucoup de postes. Quand on voit qu'un joueur comme Adam Humphries sur le poste de receveur a quasiment pas été utilisé, un joueur comme Wesley Woodyard en linebacker, qui est un capitaine défensif et qui se retrouve à jouer les backups de luxe derrière Rashaan Evans et Jayon Brown. Il y a quand même mine de rien des solutions. Et puis malgré l'absence de Taylor Lewan pour suspension, voilà, on a réussi à assurer le coup, même si Myles Garrett fait 2 sacs. Derrière, le pass rush des Browns était globalement bien contenu. On passe aux Jaguars et aux Chiefs, 26 pour les Jaguars, 40 pour les Chiefs. Si les Titans, on l'a dit, ont leur chance en AFC Sud, c'est parce que Nick Foles a la clavicule cassée, opération environ 2 mois en général. Il a été placé sur la liste des blessés, donc ça veut dire au moins 8 matchs de toute façon. Est-ce que c'est d'ores et déjà râpé pour les Jaguars ? Je vais déjà vous dire les matchs qui suivent, les 8 matchs qui suivent. Chez les Texans, contre les Titans, chez les Broncos, chez les Panthers, contre les Saints, chez les Bengals, contre les Jets à domicile, contre les Texans à domicile. On va être vite fixé, il y a beaucoup de matchs de division en plus. Le calendrier n'est pas démentiel non plus. Non. Maintenant, effectivement, ça sent un peu mauvais, on va dire, pour les Jaguars. Foles avait montré quelques belles choses sur ses 2 premières séries. L'attaque, d'ailleurs, globalement, l'attaque des Jaguars sur ce match a été plutôt surprenante, j'ai trouvé, avec un bon Leonard Fournette, malgré son premier fumble en carrière en NFL. J'ai trouvé ils ont réussi à trouver les clés pour avancer. Alors même si on pourra revenir sur la défense de Kansas City, nouveau coordinateur défensif, beaucoup de nouveaux joueurs titulaires, donc forcément une équipe en rodage, donc ça a pu aider cette équipe des Jaguars. Par contre, au-delà même de l'absence de Foles, pour moi l'espoir était aussi sur une défense qui devait aider cette attaque. Et là, la défense des Jaguars a quand même pris le bouillon, notamment au niveau du backfield défensif qui a été très décevant, que ce soit Edgy Bouye, Ramsey. Je ne parle même pas des safeties qui se sont fait manger sur toutes les actions à peu près. Donc, si on cumule les deux, une défense décevante qui ne retrouve peut-être pas le niveau d'il y a 2 ans, et en plus, pas de quarterback a priori, bon, que va donner le rookie du 6e tour. Alors, c'était justement... Ouais, Alors, pour appuyer ce que tu disais, Raphaël, par contre, la défense de Jacksonville, donc en effet, a pris 491 yards sur le nez. Oui, c'était Kansas City, mais c'est vrai qu'on s'attendait à un poil plus de résistance. La question, tu te tournais vers lui et t'as bien fait. En effet, moi, j'allais poser la question à notre expert, Gardner Minshew, 6e tour, 22 sur 25, 275 yards, 2 touchdowns, 1 interception. Donc, les stats sont plutôt sympas. Il a complété au moins ses 10 premières passes sur ce match. Gardner Minshew, ça vaut quoi donc c'est un rookie. Greg, c'est plutôt ton rayon. Est-ce qu'ils ont une chance avec lui aux commandes ? Ça me paraît quand même un peu compliqué. C'est un joueur qui sort donc de Washington State dans un système très très aérien et surtout très très, on va dire très axé sur la prise de risque. Alors après, si John DeFilippo arrive à le moduler un peu, à le calmer, pourquoi pas, hein. Nick Foles était à peu près de la même école en NCAA à Arizona. Maintenant, c'est un joueur qui est très très brut, je trouve, dans son jeu, et le fait qu'il soit intercepté, le fait qu'il fasse 22 sur 25, mais que sur ses 3 passes, il y a quand même une interception, sur les 3 passes qui n'ont pas été complétées, une interception, c'est pas un hasard. Je pense qu'il va y avoir, en fonction des situations, beaucoup de déchets. Il arrive dans un moment où Kansas City commence déjà à creuser un petit peu, où, comme l'a dit Raphaël, il y a une défense qui cherche également à se régler petit à petit. Je sais pas si sur les 7 autres semaines, si c'est lui qui est sollicité comme starter, je sais pas s'il rendra une copie aussi propre que ça. En tout cas, voilà, ça annonce de bonnes choses pour un joueur qui était seulement issu du 6e tour. Mais voilà, c'est clairement pas un game manager, c'est un joueur qui va arroser comme pouvait le faire Nick Foles, à la grande époque. Josh Dobbs a été transféré de Pittsburgh pour garnir le banc. Ils ont annoncé déjà, enfin, ce qui fuit dans la presse, c'est que c'est Minshew qui a la confiance. C'est pas le même profil, hein. Oui, c'est pas le même profil. On est d'accord qu'on est plutôt Minshew du coup quand même, sur les deux. Oui, je pense. C'est plus ce qui correspond encore une fois à Foles. C'est à peu près la même vision de jeu, on va dire. On est sur les blessures. En face, il y a Tyreek Hill qui s'est blessé à la clavicule également. Mais la surprise, du coup, c'est Sammy Watkins, 9 réceptions, 198 yards, 3 touchdowns, qui est enfin devenu le choix du premier tour qu'on attendait de lui. Tout le monde est bon, en fait, dans cette attaque. Donc, on peut quand même le dire, la blessure de Tyreek Hill est beaucoup moins gênante pour Kansas City, a priori. Elle est moins gênante, effectivement, parce qu'on a, comme tu l'as dit, tout le monde est bon dans cette attaque et il faut quand même en rendre le mérite à Andy Reid, au-delà d'un Patrick Mahomes très bon, au-delà d'un Travis Kelce très bon.
Encore une fois, le play call offensif avec beaucoup de mouvements pré-snap, c'est ingénieux, ça fonctionne. Le nombre de fois où Mahomes a juste à viser un receveur ou un coureur absolument tout seul sur le terrain, ça se compte, sont assez nombreuses. Et là, en plus, moi, ce qui me laisse rêveur, ou en tout cas ce qui peut faire peur pour les autres équipes, c'est quand je vois comment LeSean McCoy n'a pas été utilisé sur le jeu de passe, que pour le moment, il a juste été utilisé sur le jeu de course, je me dis, si Andy Reid intègre de plus en plus McCoy dans le jeu de réception, ils vont commencer à être quand même assez compliqués à défendre. C'est déjà le cas, mais je pense que ça peut encore monter d'un niveau. Donc, en tout cas, eux, leur attaque est érodée. Là, au moins, il n'y a pas de question. On va juste voir la défense. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes et des tonnes, mais juste dire un mot, puisque forcément, c'était le MVP. Il était attendu. Deuxième saison titulaire, Patrick Mahomes, 25 sur 33, 378 yards, 3 touchdowns, un début de match canon. Un petit peu ralenti parce qu'il a pris quelqu'un sur la cheville, mais a priori, là, on a pu le voir, il est parti sur les mêmes bases. Oui, surtout que, encore une fois, même si la défense des Jaguars était un peu en mode what the fuck ce week-end entre Miles Jack et Jalen Ramsey qui met des coups de genoux volontaires à Tyreek Hill, ils n'étaient pas pleinement focalisés sur leur match, mais en tout cas voilà, c'est une bonne chose de s'échelonner, on va dire, à l'extérieur contre une défense comme celle de Jacksonville qui reste malgré tout une référence, avec Josh Allen qui a su également mettre la pression, parce qu'on attendait de voir ça avec curiosité, de voir sa prestation. Donc oui, non, ça a été solide. Il se permet même des touchdowns un peu vendangés sur des passes à l'aveugle, mais bon, ça on lui pardonnera vu la fiche de stats qui auront à l'arrivée. La défense des Chiefs, par contre, c'est toujours pas ça. C'est pas ça. On va quand même leur laisser le bénéfice du doute, comme je l'ai plus ou moins évoqué. Nouveau coordinateur défensif, nouveau schéma. On est passé à une défense en 4-3. T'as beaucoup de nouveaux titulaires, les arrivées de Frank Clark, Tyrann Mathieu, les rookies, le safety Juan Thornhill, qui n'a pas été mauvais d'ailleurs, qui a plutôt fait un match correct pour le coup. Faut qu'il se rôde. C'est pas forcément rassurant de prendre 24 points face à des Jaguars qui perdent Nick Foles, mais bon, attendons de voir quoi. On passe aux Saints et aux Texans, 30-28 pour les Saints, et quel match! Alors celui-là, sur le plan du jeu, en tout cas c'était le plus excitant de la semaine, c'était l'avant-dernier, le premier des deux Monday Night de la semaine. 2 field goals et un touchdown rien que dans la dernière minute, dans les 50 dernières secondes. Les Saints qui s'imposent sur un field goal de 58 yards à la dernière seconde. Je pense que du côté de Chicago, on bavait sur cette action. Messieurs, faut-il sauver Deshaun Watson? 6 sacks, 11 quarterback hits. Il y avait Larry Tunsil à gauche, mais alors ça prend l'eau quand même. Il n'y a pas eu de salut là pour Deshaun Watson. Raphaël, est-ce qu'il faut le sauver, Deshaun Watson? Oui, et puis Tunsil a bien pris l'eau sur ce match. Alors on peut lui donner le bénéfice du doute, vu comme il est arrivé au dernier moment, le temps d'assimiler les blocs, les assignements. Lui encore a une excuse, on va dire, par rapport à ses collègues. Mais oui, il faut le sauver. Enfin, on l'a bien vu de mémoire, Deshaun Watson est allé 2 fois dans l'attente médicale au cours du match pour vérifier. Enfin, il peut pas tenir toute une saison avec 5 sacs par match, sachant que le front seven des Saints c'est bon, mais c'est peut-être même pas le meilleur en plus de la ligue dans ce domaine-là. Moi, oui, tu l'as dit, je suis très inquiet pour Deshaun Watson, et c'est dommage parce que quand il a le temps de lancer, on sent quand même qu'il y a quelque chose avec ce jeune quarterback. Il y a vraiment de la qualité dans les passes, il y a des bonnes lectures, donc bon. Il fait un match incroyable, et tu l'as dit, il a quand même quelque chose, il dégage quelque chose. C'est vrai que là, il est quand même en train de se faire tuer, et ça rappelle malheureusement Andrew Luck, dont on a beaucoup parlé. Visiblement, dans la FC Sud, il y a une tradition de ne pas protéger son quarterback. Chez les Texans, en plus, il y en a une grande. Mais... Oui, chez les Texans aussi, c'est vrai que David, du coup, Carr, le grand frère, a pris cher aussi. Grégory, il a les playmakers. Ça c'est sûr, il s'amuse bien avec Hopkins, avec Fuller, même au niveau de la course, le Carlos Hyde était là, et Duke Johnson aussi, mais ils peuvent pas aller très loin. J'ai l'impression qu'on reparle des Brands, mais ils peuvent pas aller très loin si la ligne continue comme ça. Oui, c'est sûr, j'aurais du mal à te dire le contraire. Bon, j'attendrai un petit peu de juger. A priori, vu ce qu'on a déjà dit sur d'autres équipes de la FC Sud, ils ont malgré tout leur chance. Je sais pas s'ils prendront 5 ou 6 sacs par match à chaque fois. Le problème, c'est qu'ils vont jouer la défense des Jaguars et la défense des Titans encore 2 fois aussi, quoi. Oui, non mais bon, encore une fois, je te dis, on va voir petit à petit, on va analyser. C'est sûr que
malgré l'investissement qui a été consenti sur la Remington Steele, on rappelle qu'il y a quand même 2 premiers tours et un deuxième tour de draft qui ont été mis dans la balance pour le récupérer un peu à l'arrache. C'est sûr que là, les résultats sont pas flagrants sur la première sortie de la rencontre. Bon, après, on va dire que si Deshaun Watson se débarrasse rapidement du ballon, ça peut le faire, mais bon, c'est sûr qu'il va pas falloir trop jouer avec lui à ce niveau-là. Oui, et puis il n'a pas été aidé en effet, même par le coaching. Il y a un temps mort un peu. Non, je confonds avec les Lions. C'est les Lions où il y a un temps mort un peu particulier. Mais il faudra que Bill O'Brien, de toute façon, ait des bons plans de jeu pour qu'il se débarrasse très vite du ballon, quoi qu'il arrive. C'est sûr. Et puis alors, moi, ce que j'allais rajouter aussi, c'est que certes, il y a de la pression, mais je suis pas sûr qu'il jouera le backfield défensif des Saints chaque semaine. J'en parlais un petit peu. C'est vrai qu'il y a ce côté où ça passe, où ça casse au niveau du pass rush de New Orleans. Si ça passe, ça faisait sac. Si ça passe pas, ça fait quasiment big play systématiquement. Donc, sur des matchs, là, pour le coup, le backfield défensif va être un peu plus délicat. Là, offensivement, pour Houston, ça risque de se gâter. La défense des Saints, est-ce qu'on doit s'inquiéter de voir J.J. Watt sans la moindre stat ? Aucun sac, aucun plaquage, aucune passe déviée, rien. Il a été beaucoup pris en double tenaille quand même. Il est un peu tout seul. Ouais. Il est franchement un peu tout seul. D'ailleurs, ça a quand même libéré un peu d'espace pour Whitney Mercilus, qui s'en est pas trop mal sorti du coup sur le pass rush. Moi, je reste. C'est une défense qui reste à peu près correcte. Avant le début de la saison, j'avais dit que j'avais des doutes sur leur backfield défensif et plus globalement sur le front seven. Je vais les maintenir. Mais c'est pas non plus une prestation catastrophique niveau défense des Texans et ça sera pas une des pires défenses de la ligue. Ça c'est. Ouais. Après, ils prennent 510 yards, donc statistiquement c'est violent, mais c'est face aux Saints où t'as Alvin Kamara qui fait un bon match, où t'as Michael Thomas qui fait un bon match, et Drew Brees 370 yards à la passe. Raphaël, t'étais un de ceux qui avait un peu des doutes sur la fin de saison dernière. Est-ce qu'il t'a rassuré sur ce que t'as vu ? Pas particulièrement. Je maintiens mon doute physique. C'est pas parce qu'il a eu là 6 mois pour se repimper physiquement que je l'attends plus en fait sur la fin de saison de Drew Brees. L'an dernier, c'est vraiment en fin de saison que j'ai senti de la difficulté physiquement. J'attends de voir après 16 matchs, des sacs, voilà, c'est plus à ce moment-là de la saison. Après que Drew Brees soit capable de trouver ses receveurs sur des zones intermédiaires et Alvin Kamara, j'ai jamais douté de ça particulièrement, hein, mais bon, j'attends de voir quand il faudra lancer des bombes de 30 yards en play-off. Voilà. C'est le moment où je troll et où je dis « Et toi Greg, tu penses aussi que Drew Brees est fini ?» Moi, j'ai jamais cru que Drew Brees était fini, mais... non, c'est possible hein, qu'il pioche un petit peu au fil de la saison. J'en sais trop rien, mais là c'est sûr que sur le match d'hier, c'est difficile de juger avec un backfield qui me paraît largement perfectible comme celui de Houston, et ça aussi c'est pas d'aujourd'hui. Après, quand je vois les défenses d'AFC Sud, à part peut-être celle des Panthers, je suis pas sûr que dans la division ce soit là où il y a le plus de difficultés. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Toutes les autres affiches de la semaine 1, messieurs, on enchaîne. Il nous reste donc 13 matchs. Le premier, c'est Patriots Steelers 33-3 pour New England. Le champion en titre est déjà en forme. Démolition en règle. Les Patriots qui font même plus semblant d'avoir du mal en début d'année. Tom Brady a distribué. La défense a complètement bloqué Pittsburgh. On peut peut-être commencer par là d'ailleurs. Pittsburgh, 32 yards au sol, 255 dans les airs. On dirait qu'il manque de playmaker. Genre gros receveur, coureur à tout faire, tout ça. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour cette attaque ? Ce qu'il faut s'inquiéter, on va dire peut-être un peu. Big Ben a semblé assez rouillé pour le coup, avec des passes très très imprécises derrière ses receveurs, 15 mètres devant, qui sont pas forcément. En tout cas, il nous a pas habitués à ça. On va dire l'an dernier où il sortait vraiment d'une grosse saison. Mais d'un autre côté, je l'avoue, je ne serais pas totalement inquiet pareil, c'est que ces dernières saisons, presque même la dernière décennie, ça nous est arrivé de voir les Steelers passer complètement à côté d'un match. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'on a le sentiment que cette équipe n'arrive pas préparée pour un match. C'est peut-être moins excusable encore pour la première semaine, parce qu'en théorie,
tu as eu le temps de la préparer peut-être encore un peu plus que les autres. Mais voilà, rien n'a marché. À l'image de ce snap complètement lunaire où toute la ligne offensive part et le centre a encore le ballon. Il a même pas snappé. Voilà, je pense que rien n'a marché. Est-ce que ça sera le cas toute la saison? J'en suis pas persuadé. Je pense pas qu'il y a un tel écart entre les Patriots et les Steelers quand même. Enfin, j'espère pas pour la ligue parce que c'est. Grégory est sceptique. Ouais, alors il y a un écart de niveau, ça c'est certain. Alors déjà, juste pour la précision, faut pas oublier. Alors l'année dernière, Antonio Brown était déjà là en début d'année et on a eu déjà un début de campagne assez compliqué pour Pittsburgh. Là, il joue New England quand même aux ouvertures. À Boston. Tu dois te dire, avec un Mike Tomlin qui joue beaucoup sur le côté un peu caractériel, etc., qu'il y a au moins moyen de faire mieux que de prendre 30 points face à une équipe des Patriots qui certes est déjà rodée, mais au moins tu dois proposer une autre copie. Et là, clairement, sur les lignes, ils se sont fait manger, mais du début à la fin. La ligne offensive a jamais été capable notamment d'ouvrir les brèches. Je crois qu'ils ont trois possibilités de short yardage avec 1 yard à franchir, il n'y a pas une seule fois où ils y arrivent. Et forcément, du coup, avec les Pats qui concrétisent offensivement, tu te retrouves avec un Big Ben qui lui aussi, malgré tout, et ça se ressent peut-être plus pour les autres parce que lui, il a pris cher en début de carrière, où je pense que ça commence un petit peu à se voir, cette petite lenteur, on va dire, sur les lancers. Et encore une fois, quand tu joues la défense de Belichick, c'est des choses qui pardonnent pas et ça a été systématiquement contrecarré avec une attaque des Steelers qui a jamais pu avancer comme elle voulait. Sur le match, donc on va peut-être pas épiloguer, là les Patriots n'ont pas vraiment eu de difficultés, mais je suis obligé de faire un petit aparté évidemment sur ce qui s'est passé hors du terrain ce week-end. J'en ai parlé tout seul dans le fauteuil, mais depuis j'en ai parlé avec aucun de vous. Antonio Brown est désormais un joueur des Patriots. Il n'a pas joué, il n'était pas éligible pour jouer dans ce match, il a officiellement été signé ce lundi. Est-ce que du coup ils vont être encore plus inarrêtables? Parce que si, c'est vrai, on peut quand même mentionner que Tom Brady a été évidemment impeccable. Il n'y a pas eu vraiment de jeu au sol, on a dit qu'il s'appuierait sur le jeu au sol, finalement Brady a été impeccable, il a distribué dans tous les sens, Josh Gordon a marqué, Philippe Dorsett a marqué, Julian Edelman a bien joué, il a lancé que 2 fois vers des tight ends, donc ça déroule. Est-ce que du coup ils vont être complètement injouables avec Antonio Brown? Ils en seront pas loin parce qu'en plus quand on voit Antonio Brown, sa qualité principale sans doute en tant que receveur, c'est quand même cette capacité à courir des routes très précises qu'il a, à être capable d'être bon sur plusieurs types de routes différentes. Donc on se dit dans cette attaque-là, avec coaché par McDaniel, ça peut quand même être assez... ça rajoute une arme de plus forcément. Alors après, le seul petit doute du coup par rapport à Brown, c'est son mental. Certains pensent qu'il est complètement fou et qu'il peut craquer à tout moment. Moi, j'y crois pas spécialement. Je pense qu'il y a eu un grand jeu d'acteur de sa part pour pouvoir partir d'Oakland assez vite. Ils vont être très difficile à jouer, c'est certain. Ça rappelle Randy Moss en 2007 quand même. Ouais. Alors le scénario n'est pas le même parce que comme le dit Raphaël, on va quand même voir assez vite si en effet il y a eu, alors coup monté, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas un scénario, on va dire, qui lui aurait permis, vu qu'il pouvait quitter Pittsburgh que via un trade, on va dire un levier qui lui aurait permis de se dégager de l'équipe qu'il le récupérait pour aller chez un prétendant au titre. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai vu ces derniers jours du côté d'Oakland, si c'est cet Antonio Brown-là qui arrive à New England, waouh, j'ai peur parce que le mec a l'air vraiment déconnecté que chez déconnecté. Alors après, encore une fois, ça ressemble quand même sportivement parlant à un possible rebond style Randy Moss en 2007. Alors, je précise, je pense pas que c'était un coup monté dans le sens que Antonio Brown, dès qu'il est arrivé chez les Raiders, a eu Bill Belichick au téléphone. Ils ont prévu de faire des histoires pour pouvoir partir. Par contre, là où moi, mais c'est ma conviction intime, c'est que rapidement, Antonio Brown ne s'est pas senti bien chez les Raiders et que rapidement, il a pris le moins de prétextes pour foutre le bordel et pour avoir une porte de sortie. Ici, mais pas forcément pour signer chez les Patriots, juste pour pouvoir se casser. Voilà, il le signe 2 heures après qu'il ait été cuté, quoi. Ouais, mais ça, ils se parlent tous. Ça, ils se parlent tous, sûrement. Après, en même temps, tu te fais virer à 18h. À 18h10, t'as Bill Belichick qui t'appelle pour te dire est-ce que tu veux venir? Bah, c'est ça. Ouais, est-ce que tu refuses? Mais moi, je suis assez d'accord avec Raphaël au sens où je ne vois pas, comme certains essaient de le rechercher, une conspiration à 2 rebonds. C'est-à-dire que je pense pas que dès qu'il part de Pittsburgh, il dit je vais aller à Auckland pour ensuite me faire couper, pour ensuite aller aux Patriots. Non, attention. Moi, je dis pas que c'est les Patriots qui organisent le truc, mais je pense que c'est Antonio Brown et son agent qui, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, le fait que les Steelers, depuis le début, aient eu ce levier pour l'envoyer dans l'équipe qu'ils souhaitaient,
Voilà, je pense qu'ils se sont organisés de cette manière-là. Après, je rejoins Raphaël. C'est sûr que s'il y a le dernier vainqueur du Super Bowl qui arrive, qui te propose un contrat d'1 an à 15 millions de dollars, c'est ça. Bon, voilà, certes, t'as perdu des sous à Auckland, mais tu te dis, voilà, sur une année de contrat, c'est très bien aussi. Je disais pas ça particulièrement pour toi en plus, hein. Je disais vraiment parce que j'ai entendu ça et j'ai lu ça. Je pense pas que ça remonte aussi loin, quoi. C'est vraiment comme dit Raphaël, je pense qu'il y a un moment où il se sent pas bien. Moi, je pense même, ça a été dit que c'était la lettre de pénalité là qui a eu lieu donc 2-3 jours avant qu'il soit coupé, qui est vraiment le point d'orgue du truc. Et je pense qu'en effet, à partir de là, il en fait des caisses pour se faire virer, mais comme beaucoup de gens, des fois, veulent se faire virer de leur boulot parce qu'ils en ont marre. Donc lui, il a pas eu de rupture conventionnelle, il a été jusqu'au bout, mais je pense que s'il avait voulu faire directement Pittsburgh, New England, il aurait foutu le bordel à Pittsburgh puissance 1000 plutôt que de se faire échanger pour être impossible à échanger. Il se serait fait couper là et puis il aurait signé après, quoi. Donc oui, non, après évidemment qu'il y a de l'opportunisme, évidemment qu'ils se parlent tous, mais grande conspiration. Et puis on a déjà eu le débat, mais à partir du moment où il est libre, forcément c'est plus attirant d'aller jouer dans la meilleure équipe de ces 15 dernières années, quoi. Donc s'ils viennent taper à sa porte, a priori il peut accepter. Et par contre au niveau de l'argent, il va s'y retrouver puisqu'il y aura une deuxième année de contrat en option à 15 millions de dollars garantis. Donc ça lui ferait 9 millions cette année garantie plus 15 millions l'année prochaine. Donc ça fait 25, mais comme son salaire peut monter jusqu'à 15, dès cette année il pourrait monter jusqu'à 30 sur 2 ans et récupérer pile poil ce qu'il avait à Auckland. Donc tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire. Voilà. En tout Vas-y. Mais là, du coup, on ressort un peu du Cabron, mais sur les Patriots, tu disais injouable en attaque avec Antonio Brown sans doute, mais moi, sur ce match, ce qui m'a peut-être le plus impressionné côté Patriots, c'est même la défense. Oui. Pour moi, c'est une défense qui est restée sur sa prestation du Super Bowl qui avait déjà été énorme contre l'attaque des Rams. Là, quand tu vois qu'il n'y a pas au milieu, il n'y avait pas un joueur comme Kyle Van Noy qui apporte énormément à l'escouade de linebacker, et tu vois la copie parfaite rendue. Si en plus la défense se met au niveau de l'attaque, c'est là où, à mon avis, ça devient injouable. Oui, mais c'est pour ça que j'avais commencé sur les stats offensives de Pittsburgh. C'est vrai qu'on a parlé de Pittsburgh, mais c'est la perf défensive des Patriots qui est quand même assez énorme. Et pour en rajouter sur ce que tu disais, et en plus, ils n'ont même pas un jeu au sol performant dans ce match. Oui. Donc ça va être encore pire. En parlant de grosse défense, Bears 3, Packers 10, grosse perf défensive des Packers aussi, grosse perf défensive des Bears, match très fermé. Gagné sur quelques éclairs, 20 pénalités au total aussi, ça a été très très moche dans ce match. Mitchell Trubisky est à 26 sur 45, 228 yards d'une interception. Oui, je vais commencer par ça. Est-ce que c'est leur nouveau Rex Grossman? Non, il a osé. Ah ouais, j'y vais fort. Bon, moi, tu connais mon point de vue. Je vais laisser Raphaël s'exprimer là-dessus. Et qu'est-ce que tu en penses, Raphaël? Dis-nous tout. Je pense être entre toi et Alain. Tu vois, c'est possible, ouais. Il est meilleur que Grossman, quand même, rassure-moi. Oui, je pense qu'il est meilleur que Grossman, ou qu'en tout cas, il a un meilleur esprit offensif pour l'aider. Je pense que Matt Nagy est un poil meilleur que ce qu'a pu être le coordinateur offensif de Grossman époque Chicago, mais enfin, c'est à la limite, c'est qu'un point de vue. Après, il a pas été bon quand même. Non. Non. C'était quand même pas évident, quoi, comme prestation. J'ai vu des passes, j'ai vu des parpaings lancés, ça m'a fait mal. Mais je lui reconnais, par contre, il a pas de tight end de bon niveau. Il a une ligne offensive qui a été un peu en difficulté sur sa droite. Je pense que Charles Leno a fait son pire match sous le maillot des Bears depuis son arrivée. Non, mais voilà, je dis un peu en difficulté, ça sera peut-être pas le cas de la semaine prochaine. C'est plus pour. Bon, après, il a quand même Allen Robinson. J'attends de voir. Je vais pas le jeter dans l'eau dès le premier match, quoi. Non, mais alors après, pour le coup, moi, ce que j'ai pas compris, à Pittsburgh, on voit qu'en effet, ils prennent cher dès le début, donc forcément, ils sont obligés de jouer à la passe. Pourquoi Chicago s'est obstiné dès le début? Enfin, en gros, ce qui est compliqué, c'est que on prenait pas d'initiative en début de match, et puis après, on a dit à Trubisky, allez mec, tu vas y aller, tu vas lancer. Voilà, à un moment donné, il faut aussi avoir une attaque un minimum équilibrée, et pourtant David Montgomery n'a pas montré de mauvaises choses, enfin, c'est ça que j'ai un peu du mal à comprendre aussi. Mais alors, comme je suis pas de mauvaise foi totale non plus, je pense aussi que Matt Nagy s'est trouvé sur ce match-là, et que quand Matt Nagy est en meilleure forme au niveau de son plan de jeu aussi, ça ira mieux forcément pour Mitchell Trubisky pour cette attaque. Ils valent pas 3 points par match non plus. Je suis pas non plus à ce point-là, je pense pas qu'ils vont les flinguer. Mais quand il y aura des matchs un peu difficiles, il pourrait être un talon d'Achille. C'est ça que je voulais dire par leur Grossman. Mais ça reste un quarterback correct titulaire. De toute façon, ça sera leur talon d'Achille dans le sens où c'est
avec peut-être les squads de tight end, le poste finalement le plus faible de cette équipe, parce que la défense est restée sur le rythme dans leur dernier. Je veux dire, si en prenant que 10 points contre les Packers, tu peux pas gagner un match, c'est pas franchement la faute de la défense. Le jeu au sol, Greg l'a dit, j'ai trouvé le running back rookie Montgomery assez bon, notamment dans sa capacité à casser les plaquages, vraiment compliqué à plaquer. Bon, voilà, faudra que Trubisky fasse un peu mieux, parce qu'avec cette défense, potentiellement, tu peux aller gagner les matchs en marquant que 20 points. Donc, Clairement. Du côté de Green Bay, on va oublier pour cette fois la performance de l'attaque. Visiblement, Matt LaFleur n'a pas eu un effet immédiat, mais il y avait une énorme défense en face, donc on va attendre de voir. Mais la défense de Green Bay, c'est la belle surprise de cette semaine. Dans la continuité de ce qu'ils ont montré l'année passée, alors c'est compliqué parce que du côté de Green Bay, il n'y a pas vraiment un jeu au sol, mais tu te dis que Chicago arrive quand même à contenir Aaron Rodgers et les cibles qu'il a à sa disposition, notamment Davante Adams. Du côté de Green Bay, c'est sûr que pour ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait que hormis Allen Robinson, il manquait quand même quelques playmakers dans cette escouade. J'attendrai de voir maintenant très clairement. Mike Pettin continue de faire du bon boulot. Si Trubisky a pas réussi à trouver des cibles démarquées, c'est aussi parce que la défense contre la passe a été excellente de bout en bout. Donc honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. C'est pas une équipe qui a chippé plein de ballons, mais en tout cas, c'est une équipe qui les maintient derrière la ligne des 10 yards et ça suffit pour permettre à l'attaque de récupérer le ballon. Le point, je termine, le point positif de la défense, plus que la prestation globale, c'est peut-être l'impact tout de suite des recrues. Adrian Amos et les deux Smiths, donc Zadarius et Preston Smith, qui se sont tout de suite illustrés avec des sacs, une interception. C'est peut-être là la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont misé sur des playmakers pour faire des gros jeux et qu'en tout cas sur ce premier match ça a tout de suite été le cas. Est-ce que ça le sera toute la saison et face à des attaques? Leur test pour eux, ça va peut-être être le premier match face aux Vikings dans la division, face à une attaque quand même beaucoup plus armée que celle des Bears. Mais en tout cas, moi je trouve que la capacité de ces joueurs-là à s'illustrer tout de suite est intéressante et donne des motifs d'espoir clairement pour Green Bay. La saison dernière, il y a un seul match où Green Bay avait encaissé moins de 12 points, c'était contre Buffalo, une victoire 22-0, donc ils ont déjà égalé leur record de l'an dernier, leur bilan de l'an dernier sur les matchs à moins de 12 points encaissés. Panthers 27, Rams 30, le match des éclopés entre Todd Gurley et Cam Newton, avantage Gurley, avantage Rams, ça a été poussif quand même. Pas forcément inquiétant si on rappelle que pour le coup les Rams eux avaient vraiment 0 snap de pré-saison pour tous les titulaires, c'était leur première minute de jeu pour tous. Gurley a accéléré mais il a semblé être ménagé. Grégory, tu l'as vu comme ça Oui, manifestement. Alors c'est pour ça que c'est toujours, on nous raconte toujours ce qu'on veut sur le fait qu'il est blessé, il était blessé, pas blessé. J'ai du mal à croire que McVay se prive de Gurley volontairement en début de match juste pour dire non, ça va. Bon, Brown fait un bon match en l'occurrence. Il fait un bon début de match, il met son touchdown perso. Après voilà, je pense qu'on n'a pas voulu forcément précipiter Todd Gurley contre une grosse défense comme celle des Panthers. Et on a vu quand même que sur le run stop, ça paraissait quand même un peu jouable. On s'est dit tiens, on va lancer Gurley petit à petit. Et puis il a pas énormément de portée, mais je sais pas combien il fait. Il fait 8-9 yards par portée, je vais pas dire de bêtises. Un petit peu moins moyenne à la fin. Il est à 94 yards dans 11 courses si je dis pas de bêtises. Mais honnêtement, la ligne offensive des Rams, qui était un gros point d'interrogation notamment sur le jeu au sol, a bien libéré des brèches et très franchement, c'est de bonne augure pour Los Angeles et vaudrait mieux que ce soit le cas parce que je pense que tu vas enchaîner là-dessus, mais ça a été quand même un peu plus compliqué pour Jared Goff de nouveau. Ça a été un peu plus compliqué. En effet, ça allait mieux en fin de match où il a lancé un touchdown, mais ça a été plus compliqué. Il a, c'est depuis la dernière émission qu'il a récupéré son gros contrat, si je dis pas de bêtises. C'est un peu plus de 110 millions garantis, je crois. Oui, ça n'a pas été optimal. Moi, j'ai même pas grand-chose à en dire au sens où c'est du Jared Goff, et c'est du Jared Goff de fin de saison dernière. Et il manque un petit quelque chose et il va être aussi dépendant des appels de McVay, de la forme de ce qu'il y a autour et il tire pas encore cette attaque vers le haut. Raphaël, un mot sur Goff ou je passe à Christian McCaffrey? Non, mais t'as à peu près résumé sur Goff. Je pense qu'il peut faire quand même un poil mieux que ça.
Bon. Alors en face, on avait Christian McCaffrey, 129 yards et 2 touchdowns au sol, 10 réceptions, 80 yards. C'était une petite dédicace parce que Raphaël, alors je me rappelais plus que tu l'avais particulièrement critiqué, mais je t'ai vu sur le chat de la rédaction dire je m'étais trompé sur Christian McCaffrey. Non, je l'ai jamais critiqué comme j'ai pu faire sur certains joueurs avec plaisir. Disons qu'après sa saison rookie, j'étais pas spécialement convaincu. L'an dernier, il fait une bonne saison, mais je sais pas, j'ai toujours je le sentais pas forcément comme un vrai leader d'attaque. Et l'an dernier déjà, ça me donnait un petit peu tort. Et là, cette année, clairement, enfin sur cette première sortie, il est absolument phénoménal. Dans tous les secteurs de jeu, c'est lui qui porte l'attaque. Un peu trop peut-être. Peut-être un peu trop, effectivement. Je ne sais pas s'il va réussir à tenir. Oui. Je sais pas si est moins rassurant quand même. 239 yards, une interception, pas de touchdown. Bah ouais, mais enfin, j'en parlais un peu en preview de la saison, mais moi, c'est ces receveurs qui me rassurent pas. Aussi. Curtis Samuel a pas fait grand-chose. DJ Moore, il fait un fumble largement évitable en début de rencontre. Greg Olsen, on sait que c'est pas une première jeunesse, même si ça reste un joueur précieux. Et puis bon, la ligne offensive, on sait qu'il y a eu le retour de Darrell Williams d'une année blanche et ça n'a pas été forcément hyper évident contre Dante Fowler. Bon, encore une fois, on sait que je suis pas le plus grand défenseur de Cam Newton, mais là, sur ce match-là, je trouve que McCaffrey a été un peu trop isolé, mais je le mettrais pas forcément sur le fait que Newton a été mauvais. Je vais peut-être lui laisser un petit laps de temps, mais ça m'inquiète encore un petit peu plus quand même concernant les cibles des Panthers à long terme. Cowboys 35, Giants 17, évaluation parfaite pour Dak Prescott, attaque équilibrée. Les Cowboys ont bien profité d'une défense qui est quand même assez affreuse, mais Kellen Moore ressemble quand même à un bon coordinateur, non, offensif, 494 yards quand même, il fallait aller les chercher. Non, Grégory, je te vois la tête en arrière, tu vas attendre qu'il y ait mieux en face. Oui, de toute façon, je vais pas être absolu sur tous les trucs en première semaine, parce que l'adage dis-moi qui tu as battu, je te dirai qui tu es. Pour l'instant, on a du mal à se prononcer clairement là-dessus. On parlera des Ravens après. Non, en tout cas, je trouve que c'est intelligent dans la manière dont ça a été fait, parce que on sait que Dak Prescott est dans une situation un petit peu particulière parce qu'il attend son gros contrat, qu'il est en fin de bail à la fin de l'année. Et il y a eu ce retour d'Ezekiel Elliott, cette re-signature, cette arrivée où on s'est dit ça y est, le sauveur est arrivé. Et je trouve que ce qui est intelligent, c'est que plutôt de dire à Prescott c'est bon, nous fais pas perdre, donne le ballon au running back derrière. Au moins ils se sont dit, alors certes ils jouent les Giants qui en effet ont une défense encore jeune qui doit progresser petit à petit, mais en tout cas voilà, on lui a dit tu veux ton gros contrat. Et pour parler de manière triviale, poser sur la table, montre-nous que tu es capable de faire gagner l'équipe du début à la fin. Et c'est ce qu'il a fait. Il a joué, il fait quasiment aucune erreur. Enfin, je ne crois pas qu'il en ait fait une seule. Non. Et voilà. Et du coup, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Ça a permis à Ezekiel Elliott de revenir tranquillement, de marquer son petit touchdown et de se remettre en jambes. Bon, voilà, pas grand-chose offensivement, mais je te rejoins, ça a été des choix intelligents qui ont été faits par Kellen Moore. Après, on va voir sur un premier match sur d'autres matchs contre une défense un peu plus monstrueuse que celle de New York. Raphaël, en tant qu'ancien socios des Giants, peux-tu répondre à la question pourquoi Eli Manning joue ? Ancien. Pourquoi Eli Manning est encore sur le terrain ? Il fait pas un mauvais match ? Non, il fait pas un mauvais match, mais ça a pas d'intérêt en fait. Il fait pas un mauvais match. Après, il choisit de courir, mais bon, ça c'est autre chose. Non, mais après, c'est toujours pareil. Il y a pour certaines équipes, on va dire, c'est une bonne idée de laisser un quarterback rookie un an apprendre. C'est toujours deux écoles. Je suis pas sûr qu'il y ait une solution meilleure que l'autre. Après, moi, je te rejoins. Oui, il fait pas un mauvais match. Maintenant, sur sa trentaine de passes, il y en a à peine plus de 10 qui vont au-delà des 10 yards, qui vont dans les airs plus de 10 yards. Sur ces 10-là, il n'y en a que 3 réussis. Ah, mais il n'y a pas de cible. Il te fait briller que Dylan Timmer. Je suis pas d'accord. Tu gâches Saquon Barkley et Evan Engram qui jouent tout seuls, quoi. Autant les faire jouer tous. Après... c'est les seuls playmakers, quoi. Ça fait déjà 2 dans une attaque, plus la ligne offensive qui est en progrès assurément, pour le coup. Oui, mais c'est pour ça, encore une fois, moi, c'est pas le niveau de John Manning, c'est de dire pourquoi on fait pas tout de suite jouer Daniel Jones avec ces gens-là, c'est eux qui doivent grandir ensemble. Pour pas le cramer. Ouais, tu vois, je sais pas, de toute façon, je pense que Jones va progressivement prendre de plus en plus de snaps au fur et à mesure de la saison, surtout si les défaites s'accumulent. Le plan, c'est qu'il joue tous les 4e cartons après qu'il se soit fait exploser, quoi, en fait. C'est particulier. Je sais pas, mais en tout cas,
Effectivement, moi je serais d'avis à envoyer Jones s'aguerrir avec Engram et Barkley. Et puis, parce que pour le coup, il le lance en 4e quart, il perd un fumble. Donc tu vois, je veux bien qu'on précipite son intégration, mais bon, si tu le crames direct en 6e choix. Si le plan de sa première année, c'est qu'il se fasse couper en deux par un 3e safety remplaçant au bout du 4e carton d'un match de semaine 6 parce que Eli Manning a pris 40 points de retard, c'est quand même pas. Bon, Vikings 28, Falcons 12. Tiens, tu vas moins rire, toi. La désintégration redoutée de la ligne offensive des Falcons a eu lieu. 2 interceptions pour Matt Ryan, 4 sacs. Grégory, je te laisse nous dire ce qui s'est passé du côté des Falcons. J'aimerais bien savoir il s'est passé un truc. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu apparemment l'impression. Je sais pas, ils sont restés en vacances. Non, bah écoute, je vais pas repartir tout de suite. Non, je vais être plus mesuré que dimanche soir parce qu'en effet, c'était assez comique ce que j'ai vu. Je me doutais que cette équipe de Minnesota serait quand même beaucoup plus solide, notamment en attaque. Et en l'occurrence, Kirk Cousins n'a pas eu à forcer son talent. Il fait 8 sur 10 pour 97 yards. Alors oui, on sent un plan de jeu du côté de Minnesota. Oui. A priori, il voulait courir. T'inquiète pas, Kirk, on va pas te mettre trop de pression. On a notre propre idée à nous, mais oui, non. Moi, ce qui m'a quand même assez effaré, alors que la défense de Minnesota soit bonne, pourquoi pas. Dirk Cutter, il connaît quand même un petit peu Matt Ryan, il connaît un petit peu Devonta Freeman. Apparemment, il sait pas trop comment les utiliser. Ça m'inquiète un peu pour le reste de la saison, mais ça, on va voir. Après, non, dans les lignes, ça a encore été catastrophique. La ligne offensive, t'en parlais, avec la blessure rapide de Chris Lindstrom et un Jake Matthews qui a rarement été aussi mauvais. Et puis en défense, voilà, une naïveté assez impressionnante de Dak McKinley, des flags en cascade, même Keanu Neal qui est censé être un leader caractériel est un peu parti en vrille sur certaines phases de jeu où il n'y avait pas forcément besoin. Donc voilà, il y a du boulot à Atlanta, je le découvre pas, mais bon, il y a du taf. Et puis du côté de Minnesota, j'attendrai de voir parce que s'il confirme ce bon début de partie, là encore, on sait pas trop en fonction de l'opposition ce que ça vaut vraiment, mais s'il continue comme ça avec un jeu au sol qui est beaucoup plus rodé, ça peut très clairement être un favori pour la NFC Nord. Enfin Dalvin Cook, Raphaël, si les Vikings ont un jeu au sol, ça peut faire très mal. Oui, ça peut faire très mal. On a vu vraiment que l'an dernier, ça avait été un des gros soucis chez les Vikings, cette incapacité à courir par les joueurs, par leurs joueurs et même dans le game plan. D'ailleurs, c'est pour ça que le coordinateur offensif avait été bien renvoyé rapidement du côté des Vikings. Ils y arrivent. Je pense pas qu'en 2019 on puisse gagner un Super Bowl en ne lançant que 10 fois le ballon. Donc faudra être capable d'adapter un peu plus le game plan à mon avis parce que ça me semble assez compliqué. Mais non, mais tu l'as dit, Greg l'a dit. Leur point faible, c'était la ligne offensive, le jeu de course l'an dernier. Ça tient pas trop mal sur ce match-là. Faudra voir face à une autre adversité parce que moi, j'ai quand même un peu en tête que les Falcons, un peu à l'image des Steelers, sont complètement passés à côté de ce match. Je suis pas certain que c'est une équipe qui vaut 0 points jusqu'à la fin du 3e quart-temps. En tout cas, grâce à Kirk Cousins, on est la meilleure défense contre la passe de la ligue. C'est vrai. Gardez ça à l'esprit, les gars. Voilà. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Donc bon. Eagles 32, Redskins 27, 154 yards et 2 touchdowns pour DeSean Jackson qui a joué le rôle de détonateur. C'était le début de match frayeur un peu pour les supporters des Eagles, c'était la grosse surprise, 17-0 aux Redskins et puis au final victoire logique. Alors des Redskins un petit peu à l'envers de ce qu'on attendait, on attendait grosse défense, finalement il y a eu des problèmes de communication et des big plays dans tous les sens. On attendait du jeu au sol, il n'y en a quasiment pas eu, finalement on a eu Keskinum à 380 yards et 3 touchdowns, on a eu c'est Terry, j'ai un trou sur le receveur McLaurin, merci Grégory, un receveur rookie qui a brillé. Après, c'est quand même logique d'avoir vu cette équipe de Philadelphie repasser devant. Carson Wentz, 28 sur 39, 313 yards, 3 touchdowns. Convaincu, Greg, par Philadelphie et Carson Wentz? Oui, en tout cas du visage qu'on a vu en deuxième mi-temps, parce que ça a été très très confus en première. Toujours un petit peu sceptique sur cette sélection en comité au niveau du poste de running back. Toujours autant de difficultés à installer un rythme et à trouver un vrai numéro 1 en l'occurrence malgré les 3 joueurs qui sont partagés les portées, enfin les 3 principaux. Maintenant non, c'est sûr que voilà, si Carson Wentz arrive en plus à trouver une menace profonde et un joueur un petit peu feu follet comme l'était DeSean Jackson déjà lors de son premier passage en Pennsylvanie, il y a pas de quoi être pessimiste. Après faudra éviter les petites failles mentales occasionnelles, que ce soit en attaque ou en défense, quoi. Raphaël, c'est un de tes favoris de la saison, Philadelphie. Oui, c'était un de mes favoris parce que l'effectif a quand même une profondeur de joueurs de qualité, notamment en défense, mais aussi en attaque.
Bon, voilà, comme pour beaucoup d'équipes sur ce premier match, hein, du rodage, notamment en attaque. Enfin, c'est un ancien lineman offensif de la ligue, Jeff Schwartz, qui disait surtout, enfin, j'entendais dimanche, qui disait que souvent les attaques NFL mettent 3 semaines vraiment à être rodées. C'est long, c'est compliqué parce qu'en plus les joueurs jouent de moins en moins en pré-saison, donc il y a de moins en moins d'automatisme vraiment sur le terrain qui se crée. Donc on l'a vu, c'était quand même très brouillon comme l'a dit Grégory. Par contre, là où je le rejoins totalement, moi je suis pas un grand fan de ce comité de coureurs. J'aime bien quand une équipe installe un coureur à une deuxième solution un peu, ou certaines fois un one-two punch. Mais là, voilà, je trouve c'est un peu trop dilué. Il y a personne qui a vraiment le temps d'avoir la main chaude. Donc je suis un peu moins fan de ça, mais la saison est encore longue, ça va peut-être se faire progressivement. Parce qu'après, une fois qu'ils ont mis la machine en route, il n'y a plus eu match avec Washington. La défense s'est mise à stopper, l'attaque s'est mise à rouler. Bon, ça va être un prétendant sérieux. Défense contre la passe, ça surveillait quand même. Hein. Oui, je sais pas si tu en parlais, Alain, mais on l'a dit, Washington, il jouait quand même sans Trent Williams. J'ai pas vu énormément de pression de la part des Eagles, peut-être hormis Brandon Graham, je ne vais pas dire de bêtises. Et le backfield, donc, il continue d'être un gros point d'interrogation malgré l'absence de Jalen Mills. C'est des points à surveiller. Il suffit de voir le touchdown de Vernon Davis pour savoir qu'il y a du boulot du côté de Philly. Chargers 30, Colts 24, 154 yards au total pour Austin Ekeler, 3 touchdowns. On n'a plus besoin de Melvin Gordon, a priori, non? Ah bah là, en tout cas, oui, je pense que va falloir qu'il se pose quelques questions parce que c'est sûr que si on a visiblement la solution au niveau du backfield offensif, avec en plus le complément de Justin Jackson de temps en temps, oui, la balle me paraît plus forcément dans son camp. Mais bon, après, vas-y. Victoire logique, mais victoire difficile quand même. Il y a des bonnes choses pour ces Colts. Jacoby Brissett, 21 sur 27, 190 yards, 2 touchdowns, il a fait le boulot. Et puis 174 yards pour Marlon Mack. Je sais que Raphaël, pour le coup, t'y croyais pas mal avant la saison. Et ça s'est plutôt bien justifié. Hein. Ouais, j'y croyais pas mal. Je l'avais mis dans notre série d'articles War Room. Je l'avais mis dans le joueur en promotion interne. Il sortait d'une deuxième saison à 980 yards de mémoire. Il avait vraiment progressé. J'avais trouvé que le Frank Reich, en plus, le mettait dans des dispositions assez intéressantes. Et puis avec cette ligne offensive, hein, parce qu'on l'a encore vu, la ligne offensive des Colts qui s'est fait un peu prendre sur certains snaps. Mais en même temps, il y a un gros duo de pass rusher en face, Bosa Ingram. Donc, c'est pas non plus étonnant des fois de se faire prendre à ce jeu-là. Mais voilà, Marlon Mack qui est capable d'apporter beaucoup à cette équipe, en tout cas sur ce premier match, et je pense que ça va continuer. Donc, c'est une équipe des Colts qui, sincèrement, méritait même presque de gagner ce match sans les erreurs de Adam Vinatieri au pied. C'est ça. Enfin, comptablement, sans les kicks ratés, c'est eux qui sont devant à la fin. Comptablement. Il laisse 7 points sur la table, en effet. Hein. Alors, je suis d'accord avec vous. Maintenant, les Chargers nous ont fait aussi des Chargers quand même. Hein, alors, les problèmes de blessure, ça, ils y peuvent rien. Ça arrive pour tout le monde. Le muff de Desmond King, l'interception en end zone de Philip Rivers. Oui, les opportunités, les Chargers, ils ont laissé aussi pour permettre à Indianapolis de revenir petit à petit également. Ouais, mais je veux bien. Il y a un moment, les Chargers ont fait du Chargers, mais justement, à ce niveau-là, c'est plus... Quand tu fais continuellement des erreurs, c'est que tu es une équipe. Oui, tu peux pas les dédouaner. Ouais, on peut plus. Ah non, c'est pas une question de dédouaner. On dit Vinatieri, il loupe des. Enfin, encore une fois, oui, c'est vrai qu'il y a toujours cette situation un peu bâtarde autour des kickers, mais voilà, Vinatieri rate des opportunités. Certes, voilà, bon, à son âge, ça commence aussi. Mais les Chargers, de leur côté, dire s'il avait mis ses 7 points, ils auraient gagné. C'est là où j'ai un petit peu plus de mal parce que peut-être que les Chargers auraient joué autrement ou je pense qu'il y a eu une gestion de l'horloge qui a été peut-être un petit peu, enfin en tout cas une gestion de l'avance un petit peu compliquée de la part de Los Angeles. Seahawks 21, Bengals 20, ils se sont fait une belle frayeur aussi, un touchdown de Tyler Lockett pour s'en sortir, mais les Bengals sont passés pas loin d'un gros coup, 429 yards en attaque, ils sont pas ridicules, c'est pas Miami. Hein, de ce côté-là, ils vont se défendre. Je voulais dire la même chose pour les Colts. D'ailleurs, je veux dire, c'est pas Miami à chaque fois qu'il y a une équipe qui va se défendre, même si elle perd. Donc, c'était pas Miami pour Cincinnati. On met ça sur le compte du rodage de Seattle parce que bon, il y a quand même encore une fois une équipe solide. Ou non, Raphaël, il fait la moue. C'est pas, à mon sens, c'est pas que du rodage du côté de Seattle. Autant la ligne défensive sur laquelle on pouvait avoir quelques craintes avant la pré-saison avec les départs de Clark et la suspension de Jordan Reed, c'est bien tenu parce que Jadeveon Clowney est arrivé et a montré un impact assez important dès ce premier match. Par contre, nombreux étaient les gens qui émettaient des doutes sur le backfield défensif des Seahawks.
Et à mon sens, ils l'ont quand même bien confirmé en permettant à Andy Dalton de faire son plus grand nombre de yards lancés en carrière. À l'extérieur, c'est en se faisant martyriser par John Ross, qui est bien aimable comme receveur, mais en dehors de courir vite, c'est pas non plus un voilà. D'ailleurs, on ne sait pas si Tedrick Thompson a attrapé la mouche qui voulait attraper. Effectivement. Donc, du coup, ça m'inquiète un peu sur cette histoire. Pour moi, c'est pas que du rodage, ça illustre quand même ce qu'on percevait, ce qu'on supposait, une faiblesse du côté du backfield défensif des Seahawks. Voilà. Grégory, même inquiétude. Moi, c'est offensivement que je me pose des questions. Alors... Qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur ? Non, mais je terminerai après parce que. Non, mais alors, il y a beaucoup de sacs encore concédés par Russell Wilson et on en parlait quand même. Mine de rien, alors oui, il y a eu la retraite anticipée de Doug Baldwin, mais en l'occurrence, DK Metcalf fait un bon match pour sa première du côté de Seattle. En tout cas, il a été précieux sur des actions clés. Je veux dire, t'as Russell Wilson en quarterback, t'as un jeu au sol qui s'est établi l'année dernière, et j'ai l'impression que jamais Brian Schottenheimer n'arrive à concerner à la fois le jeu aérien et le jeu à la course. Tu choisis à pile ou face avant le match. Non mais franchement, au bout d'un moment, le jeu au sol, il n'a pas été aussi bon que d'habitude, et même Russell Wilson, il fait les actions clés quand il faut les faire, il fait une bonne fiche, 16/20, mais sans que l'attaque aérienne ait eu un impact énorme du début à la fin, quoi. C'est vraiment un rush en fin de match qui permet de nouveau à Seattle, j'ai presque envie de dire comme de tradition sous l'ère Pete Carroll, mais voilà, il y a encore le mental en fin de match qui vient sauver Seattle. Mais offensivement, que ce soit la ligne offensive ou les play calls de la part de Schottenheimer, il y a encore des choses qui me laissent un petit peu sceptique du côté des Seahawks, mais c'est pas remettre en cause la bonne prestation de Cincinnati, que ce soit en attaque ou au niveau de la ligne défensive. Raphaël, tu voulais dire un dernier mot brièvement ? Ça rejoint quasiment ce que Greg disait, mais moi je suis désolé, le jeu au sol de Seattle a beau être efficace, a beau être le premier match de rodage, tu ne peux pas faire lancer que 20 passes à Russell Wilson. Enfin, moi je comprends pas comment tu utilises aussi peu un tel quarterback qui a des qualités de lancer qui ne sont plus à prouver. Je comprends pas, tu le fais lancer que 20. Moi, quand tu vois comment d'autres quarterbacks sont utilisés dans cette ligue avec moins de qualité que Russell Wilson, ça c'est sûr. Non, mais c'est juste pas possible, quoi. C'est même pire, c'est qu'il a quand même des receveurs que je trouve assez mobiles et on a l'impression que Russell Wilson il doit se contenter des play action, du jeu profond. Joue de l'intermédiaire, tu vas voir ça va fonctionner. Ouais, non mais je te rejoins. Cincinnati, c'était pas Miami, les Colts non plus, mais Miami, c'est Miami. Dolphins 10, Ravens 59. Pas mal pour un running back, dit Lamar Jackson après le match, après sa fiche de 17/20, 5 touchdowns. Alors, évaluation parfaite comme Dak Prescott, 2 évaluations parfaites cette semaine. Est-ce que quand même, on peut modérer un petit peu et dire qu'il s'enflamme peut-être un tout petit peu ? Alors évidemment, c'est une pique, je dis il s'enflamme, mais parce qu'il avait quand même en face une défense qui lui laissait 20 minutes pour faire les courses, fumer une clope et lancer le ballon après. Et qu'il n'y avait pas vraiment grand-chose en face. Là, tu disais, dis-moi qui t'a joué, je te dirai qui tu es. On ne sait pas grand-chose sur les Ravens après ce match-là. Tu peux me rappeler les stats de Robert Griffin III, s'il te plaît, quand il prend sa place ? 6/6, un touchdown ? Ah bah j'ai même pas regardé Griffin. Ouais, je te dis 6/6, un touchdown. C'est les stats de Robert Griffin III, qui est un joueur que j'adorais, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment non plus un top quarterback NFL. Donc, bon... Très belle passe de Lamar Jackson, mais en effet, on attendra de voir. Non, mais voilà, c'est ça. Pour le coup, il s'est pas contenté de courir et ça lui permet au moins de montrer qu'à la passe, il a fait des progrès. Maintenant, c'est sûr que, voilà, je veux dire, limite, il lance les yeux fermés. Marquise Brown, il fait 3 big plays à lui tout seul. Ouais. Faut avoir encore un peu plus, je pense. Pour Miami, on va simplement, parce qu'on pose souvent la question, alors moi j'ai peut-être changé d'avis, on peut dire maintenant que le tanking existe, mais qu'il est administratif, c'est-à-dire qu'il est géré par les dirigeants, pas par les joueurs. Non, mais... Vas-y Raphaël, je sais pas si Raphaël. Oui, non, effectivement, ça ressemble quand même à un bon tanking. Après, c'est un effectif qui, au-delà même de faire du tanking, de toute manière, est globalement faible, que ce soit en attaque ou en défense. Oui, c'est ce que je disais, c'est administratif, c'est-à-dire qu'ils ont viré tous les bons joueurs. Oui, Après, de toute manière, l'état d'esprit est pourri, parce que quand t'entends qu'après le match, t'as 3-4 joueurs qui ont demandé à être tradés, je veux bien. Quand t'as des dirigeants qui virent tout le monde pour justement pas jouer la gagne. Moi, je veux bien que les mecs demandent à être tradés, sauf qu'un Minkah Fitzpatrick qui a demandé à être tradé, il s'est fait enfumer sur le premier quart-temps. Flores a été obligé de le mettre sur le banc tellement il était mauvais.
Donc les mecs, il leur faut aussi un peu de dignité. Demander à partir, c'est vrai. bien, mais sois au moins bon sur le terrain et après tu demanderas à partir. Ouais, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est les anciens assistants de Bill Belichick. Des fois, on a l'impression que les mecs, surtout défensifs, on a l'impression que les mecs, ils arrivent, ils font, hey, les gars, c'est bon, vous inquiétez pas, on va tout gérer. Matt Patricia, il arrive en retard à l'entraînement. Brian Flores, il fait, bon, toi, t'es meilleur joueur, tu t'en vas. Toi, t'es meilleur joueur, tu t'en vas. À un moment donné, je sais pas, la stabilité dans un vestiaire, ça les intéresse pas? Je pense pas que Flores ait vraiment la main sur le coup au niveau des transferts, mais. Bah écoute, je sais pas, j'ai des doutes. Il me semble pas qu'ils aient changé de general manager entre le départ d'Adam Gaze et son arrivée. Donc il y a quand même l'air d'avoir une petite politique. Et puis attention, parce que l'année prochaine, c'est pas Trevor Lawrence qui arrive. Donc ça peut être à boire ou à manger le quarterback qui va récupérer. De toute façon, le quarterback qui récupère va quand même falloir l'entourer parce que c'est Oui, pas oui, comme c'est si. ça. Apparemment, ils auront 600 millions de salary cap à balancer. Donc allons-y. C'est incroyable, mais. En plus. Bon. Allez, on va continuer avec 2 autres reconstructions qui sont un tout petit peu plus avancées. Jets 16, Bills 17. Les Jets menaient 16-0 et puis plus rien. Perte de CJ Mosley sur blessure qui n'a pas aidé. C'est un retour des Bills ou c'est un écroulement des Jets? Les deux. Greg, les deux. C'est les Raphaël. deux. Vas-y, Darren. Non, vas-y, tu. Allez, vas-y, t'avais commencé, pardon. Ouais. Non, juste te dire, les Jets ont montré des bonnes choses, mais j'ai presque envie de dire comme d'habitude défensivement, avec un énorme CJ Mosley sur le match-là, et c'est pas un hasard. Quand il est sur le terrain, les Jets se dominent de la tête et des épaules. Quand il sort, Buffalo arrive à installer son jeu au sol et à recoller petit à petit. Et bon, bah écoute, Adam Gaze, je persiste et signe. Pour moi, c'est un très bon coordinateur, mais c'est pas un bon head coach. Il s'est encore liquéfié en fin de match. Sam Darnold fait pas une bonne prestation malgré Le'Veon Bell qui l'a soulagé sur certaines séquences. Donc puis bon, après la ligne défensive reste la ligne d'offensive reste la ligne offensive. Les cornerbacks, c'est une catastrophe. Donc je pense que sur certains points, ça va quand même être une saison assez longue pour les Jets, mais je suis pas rassuré énormément non plus par l'attaque des Bills. Je te rassure, Alain. Ah bon, non, parce que Josh Allen, il s'en sortira pas comme ça contre des équipes un peu mieux coachées. Non, parce que un sûr. touchdown, 2 interceptions et son niveau de jeu, c'était pas évident. Raphaël, Jets ou Bills? Je te laisse choisir ce que tu veux comme thème. Non, Jets. Comme l'a dit Grégory, il y a eu un avant et un après sortie de CJ Mosley, c'est absolument indéniable. Il était partout contre la course et même en couverture avec des passes déviées. Après, moi je suis pas surpris. On dit depuis dans tous les podcasts preview de saison, Adam Gaze c'est une pipe et il va rien faire de cette équipe. Non, voilà, mais, c'est clair. un poil plus mesuré. Non mais enfin, il y a un moment, excusez-moi, il a rien fait. Efficace. Il a absolument rien fait à Miami. On lui confie les rênes d'une équipe où il y a quelques éléments intéressants parce que la ligne offensive est pas bonne, mais il y a une escouade de receveurs. On a vu un Jamison Crowder assez intéressant pour son premier match du côté de New York. Le'Veon Bell, il force 9 plaquages ratés. Il a une moyenne de 4 yards après contact. Alors 80... que... Ouais, voilà. Donc, il y a des éléments, mais ce type-là ne sait pas coacher une équipe. Mais il pourra toujours dire que du coup le general manager lui a sabordé l'intersaison, ce qui est peut-être vrai, mais en tout cas on va lui laisser le crédit une année de plus. C'est une année de perdu, mais c'est pas grave. C'est ça qui m'embête, c'est que c'est une année de perdu pour un quarterback en deuxième année. C'est dommage. Après, il y a eu un match. C'est vrai qu'on est hyper définitif, mais c'est pas hyper rassurant. Après, moi, je vois pas trop d'ailleurs en quoi le GM l'aurait sabordé la planche en lui faisant venir CJ Mosley en défense, en lui faisant venir Le'Veon Bell en attaque qui est 92 yards sur ce match. Visiblement, en interne, il y avait visiblement en interne de ce qui est rapproché par certains insiders, il y avait des visions un petit peu discordantes, notamment sur l'attaque, qui, on le sait, est censé être la spécialité d'Adam Gaze. Donc je pense qu'il va jouer là-dessus. Après, moi, la vérité ou pas la vérité... Spécialité d'Adam Gaze, puisque depuis 4 ans, les attaques menées par Adam Gaze sont des bijoux de la Ligue. Je veux dire, de toute façon, à part les mecs qui ont signé le contrat, fait signer le contrat d'Adam Gaze, je crois qu'il n'y a pas grand monde à l'extérieur qui pensait qu'il allait révolutionner grand-chose. Donc comme ça, c'est confirmé au moins. Cardinals 27, Lions 27. Il est là, le premier match nul de la saison. Les Lions... Alors, si la remontée si l'écroulement des Jets vous semblait être mauvais, évidemment les Lions pouvaient surenchérir. Eux, ils menaient de 18 points, grand calme dans le dernier quart. Et puis, alors on parlait, j'ai évoqué tout à l'heure, donc il y a un temps mort sur 3e et 5 que même Matt Stafford n'a pas compris et pour lequel le coach a dû s'excuser après. Donc Matt Patricia, visiblement en termes de coaching, c'est toujours pas hyper affûté. Quelle surprise. Alors, je laisse, on va faire l'inverse de tout à l'heure. Je commence et puis Grégory rajoute la dernière couche. Après 3 quarts temps, quand les Lions mènent 17-0, je me dis on a peut-être enfin une équipe des Lions sérieuse, c'est appliqué, c'est pas flamboyant, mais c'est peut-être ça le style Matt Patricia, du sérieux. Je me suis dit
ah. Et puis tout d'un coup, voilà, c'est un enchaînement de mauvais choix de coaching des deux côtés du terrain. C'est absolument désespérant. Sincèrement, on n'est que semaine 1 et moi j'ai déjà 4-5 équipes dans cette ligue qui me désespèrent au plus haut point parce que rien ne change, quoi. Voilà. Surtout que Détroit t'aimais bien déjà parce que t'aimes souligner qu'ils sont presque pires que Cleveland historiquement. C'est vrai. Grégory, tiens, les Kyler Murray pour toi, il est 29 sur 54 au total, mais 15 sur 19. Attends, laisse-le achever Matt Patricia quand même. Ah, tu vas achever Matt Patricia? Je vais faire les deux en même temps, hein, comme ça on gagnera du temps. Non, mais c'est ça, je pense que la stratégie de Matt Patricia, je pense qu'il a été pris d'une certaine empathie. Il s'est dit, le pauvre Kyler Murray, on est en train de lui mettre la misère, on lui met un safety, il y a ses propres linemen qui le sac. Je pense qu'il faut le remettre un petit peu dans le bain et voilà. Et pour le coup, alors je pense qu'à l'inverse, Cliff Kingsbury, il était peut-être un petit peu trop dans le côté conservateur, paradoxalement, parce qu'on n'attendait pas du tout de lui à son arrivée à Arizona. Il voulait peut-être pas mettre Kyler Murray trop sous l'eau dès le début. Et bizarrement, Kyler Murray, dès qu'on commence à le faire jouer dans un style de jeu dans lequel il a performé, avec déjà beaucoup plus de prise de risque et beaucoup moins la question faut rester dans la poche, faut faire attention, etc., etc. Déjà là, on voit qu'il est beaucoup plus à l'aise. Mais c'est Détroit qui s'est clairement tiré une balle dans le pied en remettant Kyler Murray et l'attaque d'Arizona dans le bon sens, parce que tu l'as dit, Alain, ils avaient le match en main. Et voilà, et le fait que Darrell Bevell appelle ce temps mort de nulle part, alors qu'ils avaient juste à laisser couler le chrono et à au moins pouvoir assurer, c'est quelque chose. Enfin, pour moi, c'est limite faute professionnelle et il va falloir surveiller cette saison de Matt Patricia. On sait qu'il a des impointances avec Bob Quinn. Est-ce que ça suffira pour sauver sa peau en fin d'année? J'en suis pas persuadé. 15 sur 19, 154 yards et 2 touchdowns dans le dernier quart pour Kyler Murray. Donc ça, c'était le motif d'espoir. L'espoir, il y en a moins du côté de Tampa. 17, Buccaneers, donc 17, pardon, 31 pour les 49ers. 2 pick six, Jameis Winston est de retour. Il signe son début de saison à sa manière. 4 ballons perdus par Tampa. Maintenant, il va falloir trouver autre chose que l'effet Bruce Arians pour motiver les fans de Tampa, parce que c'était un peu le leitmotiv de l'été. Ouais, on a Bruce Arians maintenant. Voilà, il y a toujours Jameis Winston. C'est pareil en termes de désespoir. Là, je pense que Raphaël, on est haut. Les Buccaneers, tu les mets dans la liste ou pas? Oui, au-delà des Buccaneers, c'est même Jameis Winston. J'avoue, un peu comme toi, j'avais un petit intérêt, une petite intrigue autour de Bruce Arians, Todd Bowles qui arrivait chez les Buccaneers. Il y a eu 2-3 trucs bien, le progrès, enfin un semblant de jeu au sol par rapport à l'année dernière où il n'y en avait pas du tout. Là, il y a eu un peu de jeu au sol, une défense qui n'a pas été si mauvaise que ça, même si on reviendra peut-être de l'autre côté sur ce qu'il y avait en face. Mais alors, Jameis Winston, c'est bien résumé. Jameis Winston, c'est Jameis Winston, quoi. Non, mais tu sais, c'est un moment, tu as l'impression qu'il débranche son cerveau. Et c'est instinctivement son bras qui fait quelque chose, quoi. Et tu sais que ça devait être la même gadget, en fait. Oui, et alors tu vois, il débranche un regard, on dirait une vache, quoi. Mais alors, il débranche son cerveau et ensuite son bras fait des trucs dont il se rend pas compte et il te regarde bizarrement. C'était exactement sa même défense qu'il a eu la dernière fois qu'il était dans un Uber, hein, apparemment. Non. Ça marche apparemment non, mais du coup, tous les jours. Il devrait peut-être aller voir un neurologue parce que c'est peut-être un problème plus régulier, tu vois. C'est ça, c'est psychomoteur en fait. Il pense vraiment avoir rien fait dans l'Uber. Voilà, non mais du coup, Tampa risque de vivre une saison qui ressemble à celle d'avant et celle d'avant encore. Grégory, 256 yards au total pour les 49ers, c'est 0 sur 3 dans la zone rouge. Raphaël l'a dit, il y avait un peu de mieux dans la défense de Tampa. Est-ce que c'est la défense de Tampa ou est-ce que c'est l'attaque des 49ers? Si tu dis un peu des deux, je vais dire que t'es normand. Non. Peut-être, je connais pas tous mes ancêtres. Mais match quand même assez compliqué de Jimmy Garoppolo qui revient, on le rappelle, d'une année d'absence. Alors certains continueront de dire que c'est une fumisterie. J'attendrai d'en voir plus, mais là en l'occurrence, Kyle Shanahan, même si la défense de Tampa en effet a été assez satisfaisante. Je pense qu'il y avait quand même mieux à faire. Il y avait moyen avec les prestations de Winston pour se mettre à l'abri assez vite. Et il a fallu attendre très très tard dans la rencontre pour que ce soit le cas. Il y a un jeu au sol qui n'a pas performé. Et encore une fois, un quarterback qui était pas au rendez-vous non plus. Il n'y a pas de receveur numéro 1 qui se dégage. Il y a encore,
hormis George Kittle, mais je parle de receveurs écartés, il y a encore beaucoup de points d'interrogation, je trouve, du côté de cette équipe des Niners, si vraiment ils veulent prétendre revenir sur le devant de la scène au niveau de la conférence nationale. Raiders 24, Broncos 16, pas besoin d'Antonio Brown, victoire des Raiders avec un très bon Derek Carr, un bon Josh Jacobs aussi, le running back, une bonne ligne offensive, une défense solide. Peut-être commencer par la ligne offensive, 0 sac encaissé alors qu'il y avait Von Miller et Bradley Chubb en face. L'effet Tom Cable. Ah oui, c'est vrai, on s'est beaucoup moqué de lui. Qu'on n'avait pas vu venir, assurément. C'est la bonne surprise, on va dire, de cette première semaine, parce qu'avec toute l'agitation qu'il y a eu autour, on aurait pu penser qu'en plus, ça pouvait un peu embêter l'équipe. Au final, ça a peut-être eu un effet cohésion au sein du groupe, avec des joueurs qu'on voulait montrer qu'eux étaient... Voilà, un effet cohésion. Donc, comme tu dis, bonne ligne offensive. Les rookies, notamment, se sont illustrés. Tu l'as mentionné, Josh Jacobs, mais aussi Clelin Ferrell. Oui. Ouais, c'est ça. J'avais un doute sur le prénom. Clelin Ferrell sur la ligne défensive, qui sort un sac. Bon, c'était un bon match pour Oakland. Un bon moyen de se rassurer un peu sur l'équipe. Après, Denver, de l'autre côté, c'est peut-être un peu un des flops de ce premier week-end, quoi. C'est sûr que c'est beaucoup moins rassurant. Moi, honnêtement, j'en attendais pas grand-chose, en fait, de Denver. Donc, ça a été ultra poussif en attaque. C'est plus décevant que leur défense ait rien fait, mais après, c'est Joe Flacco, quoi. Donc, t'attends plus que ça en défense, quand même. Voilà. Il joue la taille. Bah oui. C'est compliqué parce que forcément, il y a eu des rajustements à Denver, il y a forcément un changement de coaching staff qui à prendre en considération, mais quand déjà tu as peut-être le meilleur duo de pass rusher de la ligue, t'attends mieux que 0 sac contre une ligne offensive qui est en rodage, avec un running back rookie dans le backfield. Enfin voilà, le jeu au sol, c'est censé être la spécialité de Vic Fangio. Et là, contre Josh Jacobs, ça n'a pas été forcément hyper évident du début à la fin. Après qu'en attaque, on n'en entende pas grand-chose, que la ligne offensive ait énormément de boulot, et que Joe Flacco ne fasse la différence que sur des jeux profonds, ça malheureusement on le découvre pas. Mais bon, c'est encore une fois, je le dis, je sais pas si ce résultat signifie que avec le départ d'Antonio Brown, Oakland est prêt à être vraiment un candidat sérieux pour, on va dire, se tirer la bourre dans la FC. Mais en tout cas, du côté de Denver, j'ai peur que la saison soit très très longue et que l'avant-dernière place de la FC les attende devant Miami. Moi, je vais finir, c'est pas un de mes tops, mais du coup, je le dis maintenant, je suis bien content pour Derek Carr qui a 22 sur 26, 259 yards et un touchdown. Rien que pour le fait qu'il y ait des gens qui aient douté que Nathan Peterman puisse prendre sa place pendant l'intersaison, je trouvais ça un tel manque de respect. Une saison est longue. Comment ? Une saison est longue. Ah non, mais moi, c'est quand même pas un peintre, quoi, Derek Carr. Ah non, mais difficile, mais rejoins, bien sûr. Il fait un bon match. Voilà pour les matchs de la première semaine, messieurs. Jingle top flop. On commence les tops et les flops. Je vous donne juste quelques petites stats qui me sont tombées sous les yeux avant les tops et les flops. 11 quarterbacks avec une évaluation supérieure à 115 sur cette semaine. Le record, c'était 12 en semaine 3. Et je suis peut-être en train de vous dire une bêtise. Je vais vérifier d'ici la fin du top flop parce que c'était 11 avant les matchs de lundi. Donc il y en a peut-être pendant les matchs de lundi qui ont eu plus de 115 d'évaluation. À vérifier. Il doit pas être très loin. Pardon ? Derek Carr avec une forte précision. En évaluation, quoi qu'il manque peut-être de touchdown quand même. T'as Dak Prescott, Lamar Jackson. Alors, Deshaun Watson est à 114.3, donc hop, raté. Et non, vous voyez, 121 pour Derek Carr, donc ça nous fait 12 quarterbacks à plus de 115 d'évaluation, ce qui égale le record de 2017, c'était en semaine 3. Il y en avait eu 12 aussi. On a aussi 4 rookies avec plus de 100 yards à la réception, AJ Brown, Marquise Brown, TJ Hawkinson et Terry McLaurin, c'est une première. Et puis voilà, on passe au top et au flop. Je vous laisse commencer, Raphaël. Mon top, c'est pas un top, on va dire, de qualité, mais c'est plus une action qui m'a beaucoup fait rire et je l'ai mentionné, c'est lors du match Steelers-Patriots, ce snap où toute la ligne offensive de Pittsburgh bouge, sauf le centre qui a encore le ballon dans les mains et qui regarde ses partenaires totalement désabusés en disant alors qu'est-ce qui se passe les gars, et du coup derrière il y a eu pas mal de montages aussi sur internet où on voyait le centre encore tout seul dans le stade la nuit, les lumières éteintes. Ça m'a beaucoup fait rire comme action, voilà. Pas mal. Ça, c'est ton top, ça. Ouais, j'ai envie de féliciter personne cette semaine. Cet homme est sadique, c'est incroyable. Top, non, Tennessee, pour le coup, on le répète assez suffisamment. Moi, le premier, en tout cas, j'ai dit qu'il leur manquait des playmakers. En tout cas, voilà, la NFL, c'est aussi simple que d'exécuter correctement de A à Z, et c'est ce qui a été fait pour contrer la hype Cleveland à l'extérieur. Et top pour moi, un top de vieux, Larry Fitzgerald, 36 ans, 8 réceptions, 113 yards.
qui est toujours là et qui sera visiblement toujours là. On parle souvent des âges avançants des quarterbacks. 36 ans pour un receveur, ça commence à être pas mal. Et puis 2 sacs pour Terrell Suggs, qui doit avoir probablement 49 ou 59 ans au moment où on parle, mais qui est toujours là aussi à faire le boulot. Donc impressionnant, hein, les deux vétérans des Cardinals. Le flop, Raphaël. Le flop, c'est plus global. Bon, on va dire après une semaine, c'est un peu dur, mais c'est ce nombre d'équipes qui semblent contentes de stagner dans une certaine médiocrité et d'année en année, tu as l'impression de toujours revoir les mêmes défauts dans ces équipes, les mêmes. Donc je pense aux Buccaneers, je pense aux Giants qui depuis 10 ans sont incapables de défendre contre un tight end. Tu penses à notre équipe? Non. Voilà. Le sud-est des États-Unis. Je pense à des gens et du coup, des fois ça me. Enfin, mais globalement, il y a eu très peu de surprises en fait dans cette première semaine. Il y a peu de tendances différentes de l'an dernier. C'est ça. Quelle équipe vous a surpris et vous êtes dit c'est une nouvelle saison, ça va être incroyable? On n'est pas passé loin d'upset genre Cincinnati et Houston, mais au final, les favoris ont quand même. À la limite, moi j'ai été agréablement surpris par les Bengals. Je les voyais plus faibles que ça quand même. Voilà, à la limite. Mais tu vois, ça reste quand même bas de tableau, quoi. C'était une surprise sympa, mais on sait bien qu'ils iront pas loin, quoi. Oui, je suis d'accord. Mais je voulais dire en termes de grandes tendances, on a les mêmes équipes que l'an dernier, quoi, pour l'instant. Oui, et je pense qu'on se rapproche d'avoir ça à la fin de l'année aussi. Donc, En flop, Raphaël, donc tu nous l'as dit, Greg. Alors j'en ai 2 en un. Alors on a rhabillé Adam Gase et Matt Patricia. Je pense qu'il était important d'habiller Doug Marrone qui ne sait toujours pas contenir ses joueurs. Voir Miles Jack sortir comme un gamin de 12 ans du terrain. C'était assez grotesque. Et puis on voit encore que défensivement les joueurs en font un peu à leur tête. Donc j'ai un peu peur qu'à terme ça tienne pas la route. Et puis je l'ai souvent défendu. Et j'ai du mal à comprendre ce que fait Jay Gruden actuellement à Washington. L'histoire Adrian Peterson, quand on sait que c'est un joueur caractériel, qui en effet a sauvé la mise à Washington plus d'une fois la saison passée. Je veux bien que tu essaies d'incorporer un jeu aérien, mais je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée. Surtout quand tu vois la fiche finale et le fait que Darius Guy se blesse derrière, je pense qu'il s'est un peu mis dans la merde tout seul. Si on rajoute les imbroglios médicaux, les déclarations de Didier Swearinger sur son coordinateur défensif l'année passée, je trouve que ça fait quand même beaucoup de choses pour une équipe qui avait l'air quand même assez stable depuis quelques mois. Tu te tires un petit peu des balles dans le pied tout seul et je trouve que c'est un flop encore plus avec le résultat des Redskins. S'ils avaient gagné, j'aurais rien dit. Mais là, en l'occurrence, ils perdent et ils s'écroulent en fin de match. Moi, je vais terminer avec un flop. Tu l'as mentionné, mais Adam Gase et les Jets, parce que Adam Gase me flingue ma hype de l'année. Et voilà, c'est yes. Voilà, une semaine, ça a tenu une semaine, quoi. Donc voilà, retour sur terre pour moi aussi. Les questions. Les premières questions de la saison, messieurs. Allez, quelques questions. On est déjà bien sur le timing de la semaine. Question de Darnold et Willy. Josh Allen ou Sam Darnold? Allez, juste une réponse en un mot. Darnold. Ouais, Darnold quand même. Barkley ou Zeke Elliott? Barkley, je préfère. Barkley, ouais. Mike Scott ou les fans des Eagles? C'est qui Mike Scott? Alors, c'est un joueur des Philadelphia Sixers qui s'est battu avec des fans des Eagles parce qu'il arrivait avec un maillot des Redskins ce week-end. Ah, d'accord. Non-violence. Je sais pas qui a démarré. Je suis pour avec les fans de... Sans doute les fans de Eagles. Avec les fans de Philadelphie qui continuent de conserver une petite réputation. Voilà, bon, c'est vrai. La hype des Browns ou la non-hype des Titans? La non-hype des Titans. Tiens, dis donc, décidément, il y a beaucoup de choix. Arthur Lutte. Salut la team. Arthur Lutte. Ah oui, d'accord. Vous avez saisi le jeu de mots dessus, ou pas? Tu peux enchaîner. Salut la team, ma question, un bowling avec Devonta Freeman ou un resto avec Levon Bell? Alors j'ai pas compris, c'est la référence, bowling, ouais. Je sais pas, un bowling avec Devonta Freeman ou un resto avec Levon Bell? Le bowling c'est rigolo. Moi Freeman je l'ai croisé, il est cool. Le'Veon Bell je sais pas. Clairement resto quoi. C'est plus sympa de bouffer que... C'est vrai. Nous avons tous un guilty pleasure. Quel est le vôtre pour le foot US? Question de Dom à Nantes. Guilty pleasure, bon, vous savez ce que c'est. Le butt fumble, l'hélicoptère de Josh, les Spice Girls au show de la mi-temps du Super Bowl. Ou autre chose. Il y a quelqu'un qui propose par exemple la tête d'Aaron Rodgers lors de sa draft. Ou l'attaque du filet d'Odell Beckham. Je sais pas, elle est dure cette question. Faut retrouver un... Là j'aurais du mal à te dire ça, mais non, je sais pas. Moi, tout ce qui est hélicoptère, j'avoue que j'ai un petit faible pour ça. Oui, non, mais ouais, pourquoi pas. Après, il y a peut-être un truc qui va me revenir, mais le butt fumble, oui, c'est sympa. Lilius, qu'est-ce qui a été le plus catastrophique, la gestion des temps morts chez les Lions ou la décision des arbitres sur la passe incomplète fumble de Dalton?
On n'en a pas parlé, mais le fumble qui est sifflé contre Dalton, moi je cherche encore à comprendre. Hein. Parce que je vois pas du tout. Si là on me dit que le bras est pas en avant, j'ai du mal à comprendre la règle. Mais bon, je pense qu'on a du mal à la comprendre depuis qu'elle est mise en place de toute façon. Donc, Oui, puis globalement les arbitres sur ce match ont été un peu à côté de la rue. J'ai aussi en tête une interférence défensive sifflée contre les Seahawks pour une déviation de passe qui semble toute logique. Quoi. Surtout qu'elle a été revue en plus. Bah oui, maintenant il y a la révision vidéo, il n'y a pas d'interférence, mais bon, il donne quand même l'interférence. Et je me rappelle le commentateur qui fait ils vont l'annuler, et puis l'arbitre dit c'est maintenu, et là il fait ok, bon. Voilà. Rob Bers, les Dolphins étant tellement en plein tanking et d'un niveau relativement médiocre, une véritable équipe pourrait-elle tenter un trade pour récupérer la pépite des Dolphins au poste de receveur Preston Williams afin de ne pas gâcher ce talent? Ouais. T'es ouvert ou Je suis pas sûr que ce soit le premier joueur qui intéresse certaines franchises côté Dolphins, mais bon. Tiens, une question qui va nous permettre un petit peu de réactualiser des prévisions d'avant-saison. La question des premiers. Le premier coach à se faire virer. Après une semaine, on pense que c'est qui? J'aimais bien Doug Marrone parce que t'en as parlé, mais du coup, Nick Foles le sauve en un sens. Il ne peut pas se faire virer pendant les 8 semaines à venir. Matt Patricia, il est grave monté dans mon classement. Il y a quelque chose, Il y a clairement quelque chose. Surtout que lui, il fait un peu ce qu'il veut en interne, donc je crois qu'à un moment, ça va partir en vrille. Matt Patricia, c'est pas mal. Le premier quarterback à perdre son poste de titulaire. Derek. Non, pardon. Fitzpatrick, peut-être. Je vais pas forcer. Quoique. Oui, Fitzpatrick, peut-être. Pour tenter oui. Rosen, le regarder un peu, quoi. Bien sûr. Par la force des choses, ouais. Le joueur... Winston, peut-être. Il y a qui derrière maintenant Je crois que c'est Blaine Gabbert. Je vais pas me tromper, mais je crois que c'est Blaine Gabbert. Oh la vache. Le premier joueur à se sauver des Dolphins. Xavier Howard. Ouais. Ah, tu penses que je sais pas, on parlait de cotes intéressantes. Hormis la plus lui, grosse cote. Richard Jones, mais qui a l'air d'avoir un peu moins de snaps depuis quelques semaines. Je te dirais ça. Raphaël, I'm pregnant. On parle très souvent des Elliott, Barclay, Gurley, Camara lorsqu'on évoque les top running backs qui sont une vraie plus-value pour leurs équipes, mais Christian McCaffrey n'est-il pas trop souvent oublié au vu de ses performances et sa régularité? On en a un peu parlé, du coup est-ce que maintenant vous le considérez dans les top coureurs de la ligue? Ça dépend, un top combien? Top 10 sur Alors Elliott, Barclay, Gurley, Camara, donc ça en fait 1, 2, 3, 4. Est-ce que tu t'en ferais le 5e par exemple? C'est pas impossible, ouais. Ah, c'est pas mal quand même. Porte du top 5. J'attends de voir. C'est qui ton 5e du coup? Attends, tu me redonnes les 5 là? Les 4 que tu avais? Il y avait Elliott, Gurley, Barclay et Camara. Il y en a au moins un 5e à la place. Non, il y en a un autre, c'est sûr. J'ai essayé de faire ça vite dans ma tête. Après, il a une capacité de double menace qui est quand même assez clairement. Ouais. Sur le potentiel, Dalvin Cook peut-être pour être un meilleur coureur. Ouais, mais il en est loin. Donc, faut qu'il confirme, quoi. McCaffrey 5, ça me semble pas mal. Oui. Question de Lambeau Squirrel, c'est pareil, bonne manière de revoir nos pronostics. Est-on condamné à une finale AFC Chiefs-Patriots? En tout cas, cette première semaine nous conforte un peu là-dedans quand même. Succès relativement convaincant de Kansas City, surtout offensivement. Et puis les Pats qui déroulent. Une saison, on ne sait pas ce qui peut se passer. Encore une fois, je leur souhaite pas. Il peut toujours avoir des blessures, mais en tout cas, si leurs joueurs restent en forme, on semble parti pour. On termine avec une question de Seb Blatter. La défense des Giants est-elle la pire de la ligue? En termes de talent, je dirais que oui. La défense des Giants. Sur le talent, ouais, ça me semble aussi compliqué. La plus mauvaise de la ligue? Ouais, en termes de talent, à part Janoris Jenkins, il n'y a plus grand monde. Je sais pas, on a parlé de Miami il y a 2 secondes. Mais mine de rien, il y a Xavier Howard. Si Howard et Xavier Fitzpatrick Howard, se réveillent. Du coup, tu fais qui côté Giants? Tu fais. J'ai dit Ogletree, moi j'aime bien. Tomlinson, j'aime bien. Non, il y a des joueurs. Non, je les mets pas en dernier, moi. Leur décharge, c'est qu'ils sont jeunes. C'est vrai. Et il y a un potentiel qui me semble plus haut pour cette défense-là que celle de Miami à l'heure actuelle, par exemple. C'est vrai. Voilà. Shurmur et son staff vont-ils sauter? Non, je pense que Daniel Jones... ça va lui laisser un petit crédit pendant le reste de la saison. Maintenant, il faut voir comment il évolue quand il sera lancé dans le bain. En fait, c'est pour ça qu'il garde Daniel Jones sur le banc le plus longtemps possible. Parce que tant que c'est pas Jones qui se plante,
Il y a toujours ça comme excuse à mettre derrière. J'en suis pas sûr. Ouais, je suis pas sûr. Ça pourrait aussi lui être reproché de pas lancer Jones, mais je pense vrai. que, en tout cas, avec Jones qui vient d'arriver, ça lui laisse au moins encore l'année prochaine de. Parce que je suis pas sûr que Gettleman il ait 6 ans non plus de sortie. Et puis pour terminer, c'est une bonne question pour terminer la première semaine. Quelles équipes vous font revoir votre jugement les concernant? Est-ce qu'il y a des équipes qui vous ont fait changer d'avis sur cette première semaine? Tennessee, c'est forcément. ça me paraît le plus évident. Cincinnati, comme le disait Raphaël tout à l'heure, j'attends d'en voir un peu plus. San Francisco, ils m'ont un peu calmé quand même. Non, mais ouais, oui, Tennessee et les. Non, je vais même pas dire les Raiders. Les Jets, non, ça a changé ton point de vue, Alain, non? Ah oui, c'est vrai, ça peut être en pire. Oui, du coup, peut-être un peu en pire. Donc oui, un peu les Jets. Raphaël, t'as changé d'avis sur quelqu'un? Raiders et Bengals, je les attendais vraiment au fond du trou et ils font un premier match plus correct que ce que je pensais, donc ça a confirmé, mais et après les autres que j'attendais nuls ont été nuls, donc c'est pas... Eh bien, c'est comme ça, alors messieurs, qu'on va terminer l'épisode numéro 302 du podcast Jeune Actu. On vous rappelle que l'émission du mardi vous est encore présentée cette année par le Hard Rock Café Paris. Tous les dimanches, c'est soirée Game On au Hard Rock Café Paris. Happy Hour pour ceux qui viennent voir les matchs. Beer Buckets avec 6 bières pour le prix de 5. Et évidemment, les rencontres, ne ratez pas ça. C'est la 5e saison du Hard Rock Café. Avec nous, on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, n'hésitez pas à les rejoindre. Et cette semaine, je rattrape du retard parce que je les avais pas donnés pendant la pré-saison. Qui se sont ajoutés à la liste: Proferator, Jules, David, Seb Blatter, De Tinrenzo, Clément, Moulinsboy, Chelele, Pierre, Gilles, Neymad, Jules Le Juste, Grumpy, Philippe, Didou DSS, Hervé Tuc, Aubin Sirou, Catastrophe, Soussou, Melchion, Franck Bruno, Coucoulem et Gruny60. Merci à eux, n'hésitez pas à les rejoindre. Évidemment, merci beaucoup Raphaël. Eh ben merci. Merci Grégory. Toujours un plaisir. Et merci Camille à la technique. Non, de loin Camille, allez un petit au revoir. Bonsoir. On dirait Giscard d'Estaing. Comment? On dirait Giscard d'Estaing quand il quitte l'Elysée en disant bonsoir. Bonsoir. Ou au revoir peut-être. Au revoir, ouais, c'était ça. Ouais. Ouais. Ça faisait un peu ça. Pour nous suivre, touchdownactu.com bien sûr, Twitter @tdactu, Facebook @tdactu, Instagram @touchdownactu, @Raphaël_TDA sur Twitter pour Raphaël, @Yellow Radio ça pour Greg, @Camille Saramen pour Camille, @Alain Mattei pour moi-même. L'actu de la NFL, on vous le rappelle une dernière fois, tdactu.com. On vous souhaite une très bonne semaine, on est content de vous retrouver pour une nouvelle saison. Jeudi, ce sera la preview de la semaine 2. À jeudi, ciao ciao. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.